Oui, merci messieurs. À vous entendre, on retrouve un peu d'optimisme et merci pour c'est vrai, votre vigilance intelligente, j'allais dire. Bon, une question, si vous le permettez. Vous avez évoqué, monsieur, le contrat d'engagement républicain, qui est une nouvelle mesure, qui date de la loi d'août 2021. Est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, en faire le bilan de l'application, d'une manière générale? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous pensez que ça a un réel impact? Est-ce que c'est réellement appliqué? Merci. Vas-y. Alors, effectivement, l'impact, de toute façon, il est obligatoire, hein, puisque la loi, je ne sais pas si elle est promulguée encore, mais en tout cas, elle est sortie le 24 août 2021 sur la confortation des principes républicains. Évidemment qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, mon ami et moi-même avons travaillé avec l'AFNOR quelques mois avant pour établir ce qu'on pourrait appeler un référentiel, hein, pour une certification, c'est un grand mot, certification des instances sportives, pour montrer qu'elles sont capables de lutter contre toutes ces déviances. Ça fait plus de 100 pages, je pense qu'on n'est pas prêt de l'appliquer. Donc ça veut dire que l'État est au courant, les documents existent, c'est arrivé par, je pense que la loi a dû certainement s'inspirer de ce que nous avons travaillé, hein, parce que c'est très riche. Et alors, moi, je ne connais que les contraintes sportives, hein, le reste, je ne connais pas. Hein. Dans les contraintes sportives, bon, la laïcité est confirmée, mais on demande notamment au comité d'éthique d'avoir un rôle plus autoritaire qu'il l'avait, parce que le comité d'éthique, à présent, n'a pas le pouvoir de prendre des sanctions. Si on doit prendre des sanctions parce que le cas est important, on transfère le cas à la commission disciplinaire de première instance. Mais le comité d'éthique est là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour essayer d'expliquer, d'aplanir, de concilier. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est le plus important pour pouvoir faire la promotion de l'éthique le plus bas possible. Comme j'ai expliqué, quand on va traiter un conflit entre des athlètes ou des entraîneurs ou des athlètes-entraîneurs, on est sur le terrain, on explique pourquoi, on vient avec la charte et on explique cette nouvelle mission qu'on nous demande. Et c'est par ce biais-là, je pense, qu'on peut avoir des résultats plus positifs et pas simplement en faisant des grands discours. Je vais compléter un petit peu la réponse à la question. Donc le contrat d'engagement républicain, il est effectif, hein, puisque le décret d'application date du 31 décembre. Et puis, c'est le cas de dire d'ailleurs que c'est bien de le dire ici, les parlementaires travaillent même le 31 décembre, donc ça mérite d'être souligné. Et l'effectivité, par contre, elle est quand même relative. Aujourd'hui, on est sur du déclaratif. Un club qui fait une association, même une fédération, hein, qui fait une demande de subvention, ça se fait sur la plateforme que vous connaissez peut-être, le compte Asso, et il y a simplement je souscris au contrat d'engagement républicain, oui ou non. On met oui, donc on l'accepte, et c'est pour ça que je dis que c'est déclaratif. Pour l'instant, ça sert là. Ça a quand même le mérite d'exister, mais quand même, quand on fait une déclaration sur l'honneur, si jamais c'est pas fait derrière, ça va aggraver quand même le comportement qui ne serait pas conforme. Je pense qu'on a un premier stade aujourd'hui. On est loin encore de faire produire au contrat d'engagement républicain les pleins effets que l'on attend de ce dispositif. Mais je pense que ça pourra monter en puissance. Voilà. Et qu'on pourra passer du déclaratif aux possibilités de suivi, voire de contrôle peut-être, si jamais il y a des doutes légitimes sur le fonctionnement démocratique d'un club. Mais on est loin encore des pleins effets. Mais on a quand même la base. Juste pour compléter, les directives, je vais dire, de cette nouvelle loi ont déjà été prises en compte dans des textes officiels de la fédération. Donc on les a intégrés dans le code éthique et on en a tenu compte, évidemment, dans la charte éthique, puisqu'il y a un certain nombre de demandes qui sont un peu nouvelles. Donc, d'ailleurs, c'est en cours, puisque, comme on vient de le dire, ce n'est pas demain que ça va se faire, ça sera certainement après-demain. À l'heure actuelle, les textes ont été remaniés, on a travaillé dessus, et ils vont être présentés aux instances dirigeantes, là, dans les semaines qui viennent. Ils vont être officiels dans les semaines qui viennent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore appliqués. En ce qui concerne le contrat républicain, c'est vrai, il est dit que ce contrat républicain, c'est un contrat d'engagement
de chaque fédération vis-à-vis du ministère, qui soi-disant doit entraîner ou supprimer des subventions en fonction de ce que ce contrat renferme. Mais la première année, c'est oui ou non. Mais il faut dire que je pense que c'est des choses qui vont avancer et que le ministère va demander des précisions. Vous avez un plan d'action. Quel est ce plan d'action? Quand un fournisseur veut être certifié, on lui pose des questions, il faut qu'il prouve. Eh bien, si les fédérations veulent être certifiées demain, il faudra qu'elles prouvent leur capacité. Hein, voilà. Oui. Oui, merci Monsieur Doublon pour cette présentation vraiment très très intéressante et bravo à cette fédération. Je pense qu'elle est très novatrice. Est-ce que vous êtes nombreux, vous les référents laïcité, dans les autres fédérations? Est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous travaillez ensemble? Alors, je vais répondre non, globalement, à la question. Sur cette thématique-là, il n'y a pas de à ma connaissance, il n'y a pas de transversalité fédérale, à part le hasard des connaissances des uns et des autres. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, sur le phénomène des violences, il y a un référent lutte contre les violences sexuelles dans toutes les fédérations. Le ministère a demandé à ce que chaque fédération désigne un cadre, enfin un cadre d'État ou un cadre fédéral pour cette thématique. Donc là, effectivement, il y a des recoupements, mais sur le thème valeurs de la République et laïcité, il n'y a pas. Mais je pense que les fédérations commencent à s'équiper humainement de ces personnes ressources, mais bien sûr à la hauteur de leurs problématiques. Toutes les fédérations ne sont pas concernées, enfin pas au même degré, mais on peut peut-être envisager qu'à terme, le schéma qui s'est développé sur les violences sexuelles ou sur les violences puisse aussi servir de bon modèle pour les valeurs de la République et la laïcité. Il fut un temps, pas très loin, où effectivement les présidents des comités d'éthique des fédérations étaient rassemblés par le comité olympique. Je crois qu'on a eu 2 ou 3 réunions, et puis les choses ont changé, le ministre a changé, etc. On n'en parle plus. Bon, par contre, vous savez qu'il y a un comité national d'éthique pour le sport qui vient de se créer avec Madame Buffet et Monsieur Stéphane Diagana comme président, et ils vont avoir pour mission aussi de créer un maillage. Et donc je pense que les comités d'éthique des fédérations vont certainement se retrouver dans une organisation commune. Il faut l'espérer. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas. Depuis quelque temps, il n'y a pas. Bon. À part des relations individuelles, personnelles. Hein, on échange pas mal de choses, mais sinon, il n'y a pas. Vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Il y a vraiment beaucoup à faire. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le ministère demande des référents, mais des référents partout. Là aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les fédérations avaient une nouvelle mission sociale, mais elle n'a pas les moyens. On ne lui a pas donné plus. Hein, sa mission pour former les sportifs, etc., la mission sportive, elle avait des subventions. Maintenant, elle va vers une autre mission sociale et citoyenne, et elle n'a pas plus. Or, le ministère, il demande la charte d'engagement, enfin le contrat d'engagement, et on demande des référents partout. Un référent pour la laïcité, un référent pour les agressions sexuelles, un référent pour les discriminations. Les fédérations ne peuvent pas suivre. Elles n'ont pas les moyens, il faut créer. Alors, nous, en tant que président de comité d'éthique, on tape un peu sur la table en disant « vous n'avez pas fait ». Il faut embaucher un spécialiste, parce qu'en plus, l'éthique, maintenant, c'est... Je ne sais pas si ça existe au niveau de l'université, il y a peut-être un master, mais il faut avoir une certaine compétence, il faut donc embaucher des gens capables, et il faut en embaucher beaucoup. Et les fédérations n'ont pas les moyens. C'est une des raisons pour lesquelles ça tarde. C'est intéressant, ça. On va essayer de rentrer en contact avec ce comité national. Ça peut, on peut avoir des... Nous avons quelques relations déjà amicales. Donc on va essayer de... Alors en fait, ils vont établir, je ne sais pas, un projet, notamment pour les Jeux Olympiques. Enfin, les Jeux Olympiques, on va voir. Bon. Alors, oui, allez-y. Merci pour vos exposés. En fait, il paraît que la France en fait, semble assez isolée à l'échelle internationale quant à la norme qu'elle adopte dans son pays, comparativement à ce qui se fait dans les fédérations internationales, notamment concernant le port des signes religieux et des signes convictionnels. Y a-t-il des discussions, y a-t-il des partenariats
engagé avec d'autres fédérations qui semblent plus proches, disons, de la norme française? Y a-t-il une conscientisation à l'échelle internationale quant à ce sujet? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, y a-t-il des fédérations à l'échelle internationale qui font plus de politique et très peu de sport? Qui veut répondre de vous deux? Ça, c'est la deuxième Non? étape. Oui. Je peux essayer de répondre. Vas-y. Bien, d'abord, je pense que les instances internationales ne peuvent pas imposer à un pays des lois. Chacun est propriétaire et chacun est libre. Donc, c'est très difficile, mais alors je ne suis pas un spécialiste, mais adressez-vous au comité olympique, vous allez voir tous les décrets qui existent dans tous les pays. Il y a beaucoup de décrets qui touchent effectivement l'éthique en général, la laïcité et autre chose. Mais bon, la Commission européenne aussi. Sachez en tout cas, je me permets de le dire, que ce que je vous ai montré tout à l'heure, la charte éthique de la Fédération française d'athlétisme, a été retenue par Bruxelles pour devenir un guide européen sur l'éthique et l'intégrité. Déjà cette année, l'année prochaine, il y aura un autre projet, mais on a été retenu sous forme de guide. Je vous ai expliqué un petit peu que c'était plutôt pédagogique, puisqu'on rentre dans le détail et on explique comment il faut comprendre les choses, comment il faut agir, comment il faut s'engager. Donc on n'est pas en retard en France, mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans les autres pays. Il y a quelques plateformes qui essayent d'harmoniser tout ça, mais les choses n'ont pas avancé. Chaque fédération a notamment une fédération tutelle européenne. C'est elle qui aussi nous demande d'appliquer un certain nombre de principes, mais ce n'est pas coordonné pour l'instant. Oui, j'ajoute quelques éléments de réponse également. La problématique de la laïcité, c'est typiquement français. Dans l'immense majorité des autres pays, cette problématique n'existe pas, ou en tout cas pas avec cette acuité. C'est lié à notre histoire, tout simplement. Et la plupart des autres pays en sport, je parle en judo, je n'ai pas la prétention de connaître au-delà, ne sont pas concernés. Ça ne les intéresse pas. En revanche, il y en a d'autres qui s'intéressent vraiment à cette problématique. La Fédération internationale du Jiu-Jitsu, qui est gérée, qui est présidée par les Émirats arabes unis, forcément, c'est eux qui ont incité au texte le port du hijab est autorisé. Et quand on va là-bas, tout le monde est en tenue traditionnelle. Pour eux, c'est tout à fait logique. Donc, ils ont forcément un point de vue qui est complètement différent du nôtre. Et après, où est la frontière entre sport et politique? Là, c'est un peu comme, est-ce que ça, c'est moral ou pas moral? C'est un curseur que chacun peut mettre un petit peu où il veut. Mais le sport, on le voit quand même au quotidien, c'est quand même devenu un levier pour agir politiquement, où la politique aussi peut-être se sert parfois du sport. Dans certains pays, c'est très prégnant. Merci, monsieur. Il y a une chose qui me paraît assez étrange. J'ai pratiqué un sport de combat. Bon, c'était pas le judo, c'était la lutte. Et à l'époque, on avait un esprit de club. Mais avoir un esprit de club, ça voulait dire, d'une certaine façon, marcher droit. Je vous donne deux exemples. Je tirais en compétition régionale, c'était à l'Avia Club. En équipe, on se présentait en équipe. Le lutteur qui n'avait pas le survêtement du club comme il fallait et bien propre et bien repassé, tu rentres, tu ne tires pas aujourd'hui. Alors vous imaginez que le gamin qui s'était préparé pendant plusieurs semaines pour tirer, il filait droit. Et puis autre chose, l'Avia Club, c'était un club que vous connaissez tous, je ne vais pas vous en faire ici les Moulineaux. C'était quand même déjà un mélange ethnique assez étrange. Grosse communauté d'Arméniens, communauté de Bretons, qui faisaient de la lutte bretonne, oui, mais c'était une spécificité qu'ils voulaient absolument, qui a une petite particularité, puisqu'il y a un costume, il y a une veste.
on avait pas mal de monde du Maghreb qui pratiquait la lutte, et ne l'oublions pas, un certain nombre de Turcs où la lutte est une pratique assez classique et assez populaire. Vous imaginez ce brassage, mais sur le tapis, au moment où on tirait, il n'y avait pas de différence. C'était l'Avia Club. Un point, c'est tout. Et je peux vous dire qu'à l'époque, aucune question ne se posait. Il n'y a eu qu'une question que je donne d'un point de vue anecdotique. Ça a été la question des cheveux longs. Pour une raison très simple, c'est que, bon, les cheveux longs sont apparus. Quand vous tirez avec les cheveux longs, on peut, dans certaines prises, se retrouver à tirer les cheveux, en particulier sur des blocages au sol. La seule solution qui avait été trouvée, c'était effectivement de porter un filet si on n'imposait pas au tireur de se couper les cheveux. Mais la plupart du temps, c'était plutôt ça qui était imposé. Voilà, c'était juste des remarques. Mais pour faire remarquer une chose, c'est que l'esprit a changé profondément. Profondément, profondément. Et des choses qui nous semblaient évidentes ne le sont plus maintenant. Merci. Bien, bon, je vous remercie donc les deux Michel de vos interventions qui nous ont permis d'avoir un éclairage du terrain et de savoir ce qui se faisait véritablement pour appliquer la neutralité et la laïcité dans les clubs et aux fédérations. Bien, donc maintenant... Oui, nous allons entamer la deuxième table ronde. Et donc, j'appelle à la tribune les invités. Vincent Bonner, Patrick Karam, Emma Rafovitz et Lida Veil-Curiel.